Mesdames et messieurs, bonjour. Toujours dans le cadre de la formation pédagogique destinée aux enseignants nouvellement retraités, j'ai réalisé cette deuxième vidéo afin de vous faire découvrir le contenu du cours que j'enseigne, à savoir la microbiologie. Le module de microbiologie est divisé en 6 chapitres. Dans cette vidéo, j'ai choisi de me focaliser sur le chapitre de monde microbien. Pour commencer, nous allons parler du chapitre 1 qui s'intitule Le monde microbien. Donc, nous allons parler sur l'histoire et la découverte des micro-organismes. Ainsi, on va voir les principaux groupes des micro-organismes et on terminera avec la différence structurelle entre les cellules prokaryotes et eucaryotes. Alors, tout d'abord, c'est quoi les micro-organismes? Les micro-organismes, aussi appelés microbes et protistes, forment un ensemble d'organismes vivants microscopiques, c'est-à-dire invisibles à l'œil nu. C'est leur seul point commun, car ils diffèrent et varient par leur morphologie, leur physiologie, leur mode de reproduction et leur écologie. Les protistes se composent des bactéries, des protozoaires, des champignons microscopiques appelés aussi des mycètes et des algues. Concernant les virus sont considérés comme des micro-organismes non vivants, acellulaires qui dépendent entièrement des cellules hôtes infectées. Passons maintenant à l'histoire de la microbiologie. Tout commence avec Robert Hooke, en 1665. C'est lui qui pose les bases de la théorie cellulaire. Il affirme que la cellule est l'unité structurelle de tout organisme vivant. Quelques années plus tard, c'est Anthony qui découvre réellement le monde microbien. Il appela ces micro-organismes des animalcules. En 1745, John Needham démontra la croissance des micro-organismes dans des flacons contenant des bouillons de viande ou de maïs. Mais un peu plus tard, Lazaro montre que cette conclusion est fausse. Il refait l'expérience de Needham, mais cette fois-ci en fermant les flacons avant de les chauffer. Donc, les résultats montrent que aucune croissance microbienne n'est observée. Il prouve donc que les micro-organismes viennent de l'air. Après l'expérience de Needham et Lazaro, une question importante restait sans réponse. La vie peut-elle apparaître spontanément à partir de matière inerte? C'est Louis Pasteur qui va apporter une réponse définitive à cette question, grâce à une expérience très célèbre. Voici l'expérience de Pasteur à réaliser. La première étape, il place un liquide nutritif comme un bouillon dans un ballon de verre. Deuxième étape, il fait chauffer le liquide pour le stériliser et tuer tous les micro-organismes présents. Troisième étape, il laisse le ballon ouvert à l'air, mais avec un col en lettre S. Ce col empêche les poussières et les microbes de l'air d'entrer dans le ballon. Donc, les résultats montrent que aucune croissance microbienne n'apparaît. Cette expérience prouve que la génération spontanée n'existe pas. Il affirma la biogénèse, que l'apparition de V dans une solution non vivante provient de la contamination par les micro-organismes présents dans l'air. On passe maintenant aux places des micro-organismes dans le monde vivant. Cet diagramme résume la place des micro-organismes dans le monde. Alors, les êtres vivants sont divisés en 4 groupes: les animaux, les plantes, les protistes et les virus. Les protistes aussi sont divisés en 3 groupes: unicellulaires, multicellulaires et cynocytiques. Unicellulaires aussi divisés en 4 groupes: les bactéries, les levures, les protozoaires et les algues unicellulaires. Concernant les multicellulaires, divisés aussi en 2 groupes: les moisissures et les algues bleues. Concernant les cynocytiques, sont des micro-organismes contient plusieurs noyaux.
Maintenant, on parle sur les caractéristiques générales de la cellule prokaryote. Alors, l'étude des structures internes des cellules révèle deux types de structures, les prokaryotes et les eucaryotes. Les prokaryotes possèdent une morphologie relativement simple, dépourvue de membrane véritable et de noyau délimité. Concernant les eucaryotes, morphologie complexe, avec une membrane véritable et un noyau fermé. On termine ce chapitre par les différences entre trois groupes de micro-organismes. Alors, ce tableau résume la différence entre les champignons, les bactéries et les virus, de point de vue type d'organisation, la taille et les effets positifs ou négatifs. Et on donne des exemples pour chaque groupe. On commence par les champignons. Les champignons possèdent des cellules avec noyau, par exemple le Penicillium roqueforti, ne dépasse pas 10 micromètres. Ils peuvent être utilisés pour faire du pain, du vin, de la bière et du fromage. Mais ils peuvent également provoquer des infections fongiques. Concernant les bactéries ne possèdent pas un noyau. Par exemple, le Streptococcus thermophilus et Escherichia coli. Aussi ne dépassent pas 1 micromètre. Ils peuvent être utilisés pour la fabrication du yaourt, mais sont également responsables de maladies graves telles que la tuberculose. On termine par les virus. Donc, les virus possèdent une structure acellulaire, par exemple le VIH et le virus de la grippe. Sa taille est 100 micromètres, sont responsables de nombreuses maladies. En conclusion générale, le module de microbiologie introduit la diversité du monde microbien et l'importance des micro-organismes dans la vie et l'environnement. Il présente aussi les bases de la classification bactérienne essentielles pour leur identification. Cette approche permet de mieux comprendre, exploiter ou contrôler les microbes selon leur nature. Merci pour votre attention et à bientôt pour de nouvelles découvertes.